President Barack Obama has signed a controversial defense bill that basically allows the indefinite detention of terror suspects. The U.S. president said he had serious reservations on some provisions regarding the treatment of detainees. We have never been more energized and united in our desire to take this country in a new direction. A civil liberties champion turned charismatic candidate who vowed to reverse the abuses and policies of his predecessor, George W. Bush. 4 years later, many civil rights advocates who once cheered, "Yes, we can," are finding themselves saying, "No, you can't." Not only has the Obama administration blocked torture accountability and refused to investigate and prosecute, he's basically maintained indefinite detention. He's revived military commissions. And as we've seen as well, he has expanded targeted killings. So they've increased under the Obama administration manyfold, and he's even authorized the killing of a U.S. citizen. Alors, il faut voir que Obama vient de faire passer un truc qui est l'aggravation du Patriotic Act et qui est strictement la loi martiale aux États-Unis, qui lui donne les pleins pouvoirs militaro-policiers et qui est en fait l'abrogation en douce du premier amendement, qui fait que quand même les États-Unis sont une démocratie très supérieure à la nôtre au niveau de la liberté individuelle. Voilà, il faut quand même le dire. Premier et deuxième amendement, c'est pas de la rigolade. Nous, à la place, on a la loi Pleven et la loi Guesso. C'est pas terrible. Voilà, il n'y a pas de quoi la ramener. Voilà. Donc, pendant qu'on nous montre la Syrie toute la journée, on en parlera à peu près, Obama, le nègre de maison choisi par Wall Street pour continuer la même politique que Bush, et sur le plan bancaire et sur le plan de la politique étrangère guerrière, les deux étant liés, parce qu'il faut, il faut compenser une faillite bancaire par de la violence militaire, pour aller d'ailleurs piquer le pognon en Libye, etc. Il faut bien oublier que tout ça est couplé. C'est aussi des opérations de piraterie d'État. Voilà. On soumet des nations et on leur vole leur pognon parce qu'ils en avaient encore un peu, parce qu'eux, ils avaient bien géré. Voilà. Obama vient de faire passer la loi martiale aux États-Unis, il faut le savoir. President Obama, on New Year's Eve, signed the National Defense Authorization Act. Gee, I wonder why he did it then. Section 1021 essentially codifies into law the very dubious claim to indefinitely detain American citizens without access to legal representation or due process of law. Section 1021 provides for the possibility of the U.S. military acting as a kind of police force on U.S. soil, apprehending terror suspects, including Americans, and whisking them off to an undisclosed location indefinitely. No right to attorney, no right to trial, no day in court. Toute la perfidie, je dirais, de ces oligarchies, de cette oligarchie américaine, c'est d'avoir mis au pouvoir un noir, premier président noir, pour faire toutes ces saloperies, c'est-à-dire pacification de la Libye, où beaucoup d'Africains ont été tués. Merci, monsieur, d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, au passage, qui l'a fait d'ailleurs, comme vous le savez, au nom du judaïsme et d'Israël. Mais après, il a dit d'ailleurs, quand qu'un journaliste a eu le courage de lui rappeler que c'était sorti de son contexte. Vous avez dit à ce propos, il y a quelques jours, que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif, et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai pas dit ça tout à fait comme cela. Ça a été tiré de son contexte. J'ai dit... Et ça, c'est vrai que je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Il y a beaucoup de phrases et de citations qui sont sorties de leur contexte. C'est vrai. Il ne faut jamais sortir les citations de leur contexte. Par exemple, il y a beaucoup, par exemple, de phrases d'Adolf Hitler qui sont sorties de leur contexte. C'est vrai aussi. Il faudrait les remettre dans le contexte des années 30, par exemple. Vous voyez ? Moi, je suis pour la contextualisation intégrale des citations. Merci Bernard-Henri Lévy de nous permettre cette jurisprudence. Arrêtons de sortir les citations de Bernard-Henri Lévy de leur contexte, y compris, mais aussi de Goebbels et d'Adolf Hitler. Voilà. Donc, c'est une petite plaisanterie. Voilà. Ce qui est assez triste, c'est que Obama s'était fait élire sur le discours du Caire, avait promis que la Palestine serait représentée à l'ONU. Donc en fait, le Wall Street l'a poussé en avant, financé, mis au pouvoir, en disant tu pourras faire 2-3 trucs, pas juste seulement défendre l'oligarchie, etc. Et petit à petit, à coup de pompe dans le cul, comme un bon nègre de maison, une sorte de Rachida Dati américaine, il a été obligé de se parjurer de A à Z, faire des guerres coloniales où on tue les Africains en Libye,
donner des sous à Wall Street pour renflouer leurs propres pertes en transmettant toute la dette aux générations futures américaines de la classe moyenne. Dire qu'effectivement Israël passait au-dessus de tout, y compris de l'Amérique et de l'intérêt du peuple américain, ce qui est d'ailleurs une certitude, et finalement empêcher que la Palestine ait une représentation à l'ONU, alors que c'est lui-même qui l'avait mis dans ses promesses de campagne. Enfin voilà, il y a cette soumission et cette humiliation du nègre de maison choisi par ses maîtres. Il paraîtrait qu'il serait un peu en dépression d'ailleurs. Et là maintenant on se demande s'il va être réélu ou si ça sera le candidat républicain qui va prendre la suite, qui ne sera pas Ron Paul de toute façon. Voilà, donc ça sera. Et d'ailleurs, ils font assaut tous de soumission au sionisme pour pouvoir avoir le droit d'avoir le ticket. Donc voilà. Donc c'est la loi martiale aux États-Unis. C'est Obama qui l'a fait. Et pour les crétins qui pensaient que c'était une chance pour les Noirs, une victoire des Noirs d'avoir Obama comme président, je pense qu'il faut qu'ils comprennent. J'avais déjà dit tout ça à l'époque. Un nègre de maison est un nègre de maison. Et finalement, il n'y a rien de plus humiliant que d'être représenté quand on a peut-être une conscience africaine comme là Kémy Séba, que je salue au passage, qui est mon camarade Kémy Séba, qui lui va au bout de sa logique et de sa fierté de guerrier africain, il n'y a rien de plus humiliant que d'être représenté par une Rachida Dati, quand on est issu de la communauté maghrébine, par un Obama quand on a du sang africain. Il vaut mieux finalement être représenté par Dieudonné, par Kémy Séba, par le libre penseur, Salim, de son prénom. Voilà, il faut bien choisir ses représentants quand on prétend à la fierté. Si on veut des places et bouffer un moment, il y a d'autres voies qui s'appellent les voies de l'esclavage, de la soumission, de l'indigénat. C'est les voies qui ont été à la portée de tous ces gens-là du temps de l'Empire colonial. Et à un moment donné, c'est de savoir si réellement ils veulent en sortir ou pas. Question que je pourrais poser à l'ignoble Dominique Sopo. J'attaque jamais Dominique Sopo tellement il me dégoûte. J'ai du mal, ça me fout des aftes, mais voilà, c'est une question qu'on pourrait poser à l'ignoble Dominique Sopo. Voilà. Dominique Sopo, pourquoi cette soirée est si importante ? Je pense que cette soirée, elle renvoie à une volonté, c'est de faire en sorte que dans notre pays, on n'accepte pas que s'installent des discours de haine, des discours de stigmatisation, des discours d'opposition, et que ce que nous voulons montrer, c'est que nous sommes nombreux à vouloir être traités à égale dignité. Sopo, il y a un côté Sopo suppositoire, Sopo suppo de chambre. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est un type que j'ai du mal à citer. Là, je me le paye 5 minutes. J'aimerais pas être dans la peau de Dominique Sopo. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon. La mort du journaliste de France 2, Gilles Jacquier, tué par un obus en Syrie. Gilles Jacquier était arrivé en Syrie la semaine dernière, invité par une religieuse libanaise avec une autorisation officielle. Hier, durant le tournage, comme les autres journalistes du groupe, il était encadré par les services de sécurité. Alors que s'est-il passé ? Une manifestation pro-régime. Voilà ce que les journalistes occidentaux présents hier à Homs étaient autorisés à filmer. Mais très vite, une explosion puis une autre retentissent dans le quartier. La télévision officielle syrienne a affirmé que les obus avaient été tirés par un groupe terroriste, tandis que les militants de l'opposition sur place ont accusé, eux, le régime de Bachar el-Assad. La France, l'Union européenne et l'organisation Reporters sans frontières demandent aux autorités syriennes de garantir la sécurité des journalistes internationaux. Il faut que l'enquête établisse l'origine de ces événements, l'origine du tir en particulier, qui est responsable de cela, pour en tirer ensuite les conséquences. Donc ce que nous demandons, c'est la transparence la plus totale sur ces événements. Vous êtes optimiste sur ce point ? Nous sommes déterminés en tout cas. Alors ça c'est pareil, c'est un dossier intéressant comme l'affaire Alliot, comme l'affaire Rachida Dati, parce qu'il y a une analyse à plusieurs niveaux. Alors d'abord on nous dit en France, un journaliste français indépendant et courageux qui couvrait la mythologie du grand reporter, s'est fait tuer voilà, pour son action courageuse, pour nous informer, nous dire la vérité, etc. etc. Bon. Alors d'abord il y a la réalité d'un type qui est mort, c'est triste, moi je suis plutôt triste pour sa femme et ses gosses. Hein. Lui, à la limite, il assumait ses risques, il était grand reporter, il y a le prestige, il y a le risque qui va avec. C'est comme un militaire, qu'un militaire risque de mourir. Le prestige de l'uniforme face aux femmes fait aussi que voilà, le type porte la mort avec lui, avec tout ce que ça a d'excitant, etc. Bon, on ne peut pas avoir le prestige sans avoir les risques. Hein. C'est comme moi, j'ai un certain prestige, parce que je suis un résistant authentique, j'ai aussi les risques. Voilà, je les assume. Hein. Voilà, je ne vais pas me plaindre. Je ne me plains pas.
Voilà, donc ce journaliste est mort, c'est triste pour sa femme, ses gosses, etc. Et après, bon, il y a la deuxième niveau de lecture. C'est qu'on nous dit, en gros, les médias français nous disent, en gros, il a été tué à cause du régime syrien, d'une façon ou d'une autre, à cause du régime syrien, soit directement par le régime syrien, soit à cause du régime syrien. C'est d'après les infos que j'ai, et on mettra les liens sur le site, c'est évidemment un mensonge. Ce type était un journaliste qui faisait de la propagande d'État, comme tous les journalistes qui travaillent pour France 2, on avait allumé le Mal Bruno à l'époque, c'est un autre Mal Bruno. Donc de toute façon, il faisait de la propagande d'État, il ne faisait pas du journalisme indépendant. Je le dis là clairement, un journaliste indépendant, ça n'existe pas. Un journaliste indépendant, c'est un chômeur. Moi, je suis journaliste indépendant, j'ai eu ma carte de presse pendant des années, j'ai été journaliste, j'ai fini chômeur. J'ai écrit un très bon roman dont on parlera dans une autre vidéo, qui s'appelle Chute, où je raconte ce que c'est que la déchéance social d'un journaliste qui veut continuer à faire honnêtement son métier. Donc, un journaliste libre, ça n'existe pas, ou alors sur Internet, qui se débrouille par lui-même, comme le Julien Teil, et qui font des vidéos en Libye à leur risque et péril, ou Thierry Messant, par exemple. Mais un journaliste tel que celui dont on parle, dont j'ai oublié le nom, mais ça ne m'intéresse pas de le citer, n'est pas un journaliste libre. C'est un agent de propagande d'État, et on verra même que c'était peut-être un agent gouvernemental, il y a sans doute s'il était les deux, et sinon un journaliste tel qu'on dit, ça s'appelle une pute. C'est-à-dire que les journalistes d'État, les journalistes institutionnels sont des putes. Ça peut être des putes sophistiquées comme Tadei aujourd'hui, ça peut être des putes malignes comme le duo Zemmour, j'ai oublié Nolo, ou ça peut être des grosses putes comme voilà, les journalistes toute la journée qui nous vendent l'analyse sur l'affaire syrienne, ou qui nous ont vendu la pacification de la Libye avec Bernard-Henri Lévy. Des grosses putes, voilà, ce sont des grosses putes, c'est ça. Ils tapinent. Alors le pire, c'est ceux qui tapinent sans avoir compris à quel point ils tapinaient. Et alors ce qui est inquiétant dans l'affaire de ce monsieur, je ne cite pas son nom pour pas offenser sa femme et ses gosses, parce que ça doit être dur pour eux, bien évidemment, c'est que j'ai l'impression qu'il est mort en partie parce qu'il n'avait pas compris, c'est-à-dire qu'il propage la propagande d'État français, c'est son boulot. Le plus dangereux, c'est quand on se met à y croire. C'est le cas plus dangereux pour quelqu'un qui veut survivre en zone dangereuse. C'est qu'un journaliste pute ment. Mais s'il se met à croire au mensonge, il se met en danger. Or, il est possible, il y a deux visions possibles. Je lis tout ce qui est en train de sortir dans les journaux belges, russes, etc. sur cette affaire. C'est qu'il est mort soit parce qu'il a cru au baratin officiel, c'est-à-dire que le danger ne pouvait venir que des officiels syriens et de l'armée syrienne, et qu'en face c'était des civils bien gentils, et qu'il n'a pas compris que c'était essentiellement des rebelles armés, encadrés, payés par les Anglais, les Français, les Israéliens, qui essaient de déstabiliser un régime comme ils ont déstabilisé exactement la Libye, en tuant des civils, des flics et des militaires avec des armes de guerre sophistiquées, etc. etc. Il n'a pas compris donc qu'il se mettait en danger en allant là où les Occidentaux ont décidé qu'ils allaient péter l'État syrien, c'est-à-dire à Homs, je crois que c'est à Homs, oui. Il ne l'a pas compris, donc il s'est mis en danger bêtement parce qu'il a cru à la propagande qu'il vendait. Soit c'est beaucoup plus grave que ça, là il y a une piste russe, c'est qu'il était en réalité, exactement comme Mal Bruno, un type qui, faisant du journalisme d'État, est aussi un agent des services, des GSE, etc., et qu'il avait une mission, et qu'en fait, il a été tué parce que cette mission l'a mis en danger, parce qu'il est sorti de la zone de protection que lui garantissait effectivement le régime syrien en disant c'est dangereux, effectivement, et voilà, mais il est mort par sa faute, par la faute de l'État français, et sûrement pas à cause de l'État syrien. Comme il faisait partie d'officiels invités par l'État syrien n'avait surtout pas intérêt à le tuer. C'est comme l'État syrien n'avait pas intérêt à tuer Rafik Hariri, vous voyez, pour être obligé de quitter le Liban et la mainmise militaire qu'ils avaient sur le Liban. Donc la question, c'est à qui profite le crime, toujours, voilà. Alors rien n'est sûr, et le pire n'est jamais certain, mais je réponds à des gens parfois qui me disent par internet ou dans les conférences, non mais quand même la guerre, vous exagérez, genre sous-entendu nos élites sont trop raisonnables pour faire la guerre, elles sont quand même, je dirais, rationalistes, matérialistes, etc. Je rappelle quand même à ces doux rêveurs qu'il y a eu dans notre monde occidental blanc chrétien 2 guerres mondiales faites par nous, déclenchées par nous et entre nous, alors qu'elles n'étaient absolument pas nécessaires, ni la première ni la deuxième. Voilà. Donc,
l'idée stupide qu'il n'y aura plus jamais de guerre, et de guerre mondiale, c'est-à-dire de guerre chez nous, parce que d'ailleurs, guerre chez les autres, il y en a tout le temps, ça ne nous gêne pas, visiblement, mais il n'y a eu que des guerres depuis 1945. Elle n'était pas mondiale, elle n'était pas chez nous. L'idée qu'il n'y aura plus jamais de guerre, qui était l'idée d'ailleurs existentialiste qui a existé au moment des positivistes comme Auguste Comte. La raison règne, il n'y aura plus jamais de guerre. Voilà. Entre 70 et 14-18, on y a cru. Ça a fini par la guerre la plus violente qu'il y ait jamais eu dans le monde, qui est la guerre de tranchées de 14-18. C'est là que le peuple français a fait, que la paysannerie française a fait. Il n'y a jamais eu pire dans l'histoire du monde. C'est 5 ans de monstruosité intégrale. Voilà. Bon. Et ça a été fait, ordonné, assumé par nos élites rationalistes, démocratiques, chrétiennes, etc. Clémenceau en tête, machin. Je ne parle pas des manipulations, des fourbes, etc. Pour ça, il suffit de lire des livres intéressants. Peut-être d'ailleurs l'Église de Céline, je crois qu'on le vend sur le site, sa première pièce de théâtre. Première et unique pièce de théâtre. Bon, voilà, petit aparté sur Céline, que j'aime bien aussi. Il n'y a pas que Nab qui aime Céline. Moi, je l'aime pour de bonnes raisons. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes dans une situation d'avant-guerre de façon objective, car en fait, il y a tous les signes accumulés. La plus grande puissance mondiale, qui est les États-Unis, est en faillite bancaire. Elle ne peut exister finalement qu'en rackettant les pays, en les soumettant de façon de plus en plus violente. Donc, on n'est plus dans la Pax Americana, mais justement dans les moments où les empires déclinants ne règnent plus par la paix du commerce et le sérieux monétaire, pour faire une référence à Fekete, mais par la violence, la prédation, le mensonge, etc., de plus en plus accru. The United States has defaulted on gold, and therefore the whole world had to get away from gold, give up gold, and go to paper money, in particular the dollar. That's the explanation. What happened? Why? In 1971, a process started, which is now accelerating and is going to end in a great catastrophe. Tout ce qui se passe en ce moment a été voulu par les États-Unis, y compris les printemps arabes, qui d'abord de foutre dehors des dictateurs locaux détestés par le peuple, mais pour les remplacer par des technogestionnaires du FMI, en s'asseyant sur la volonté des peuples tunisiens et égyptiens, il faudra le dire. On n'en parle plus aujourd'hui des révolutions de jasmin, parce que les peuples tunisiens et égyptiens sont en train de l'avoir dans le in the baba et profondément. Voilà. Donc, effectivement, pour des raisons bancaires, monétaires, géopolitiques, la montée de la Chine, la Russie qui se rebecte, etc., les contradictions internes de l'État d'Israël entre laïcs et religieux, toutes ces raisons font que l'empire, qui est, je l'ai dit, américano-sioniste, capitaliste financier, judéo-protestant, etc., nous amène à la guerre. C'est eux qui la veulent et c'est eux qui nous la feront faire. C'est pas les Iraniens, les Syriens, qui sont tous dans une position défensive. Voilà. Nous sommes dans une situation d'avant-guerre. Cette guerre ne se déclenchera pas ici. Elle se déclenchera autour de la Caspienne, autour du détroit d'Ormuz, mais elle aura de terribles conséquences pour le reste du monde, et notamment en France, avec notre composition ethnico-religieuse, et la manière dont les éternels manipulateurs se serviront de ça pour dévier les colères légitimes. Ça débouchera sur un terrible chaos social, problème d'essence, d'approvisionnement. Enfin voilà, la troisième guerre mondiale est possible. Elle sera bien pire encore que la deuxième, qui était pire que la première, en termes de nombre de morts. Elle sera bien plus mondiale d'ailleurs, puisqu'elle impliquera la Chine, la Russie, les États-Unis, tout le monde arabe et tous leurs alliés. N'y échapperont que très peu de pays. Elle sera une guerre aussi civile, il ne faut pas oublier. Elle sera à la fois guerre mondiale et guerre civile. On peut dire d'ailleurs que la France a connu la guerre civile aussi en 1940. C'était une guerre civile, quelque part, l'époque pétainiste. Elle connaîtra les violences d'une guerre dans laquelle elle sera engagée, comme Sarkozy nous a engagés dans toutes les saloperies d'Afghanistan et de Libye, et en ce moment en Syrie. Nous sommes engagés en Syrie, le peuple français ne le sait pas, mais nous y sommes, et nous le payerons un jour, évidemment. Le peuple de France le payera, comme toujours. Les élites, malheureusement, s'en sortent toujours trop bien, mais ça sera une guerre qui nous engagera militairement, qui nous coûtera très cher économiquement et socialement, et qui sera aussi, d'une certaine façon, une guerre civile en France. Il faut être certain de tout ça. Et ça peut arriver très très vite, voilà, c'est clair. Et ceux qui croient que ce n'est pas possible et que ça n'arrivera jamais, qu'ils regardent bien l'histoire du XXe siècle et des deux guerres mondiales, comme elles ont été évitables, comme les élites
n'ont surtout pas voulu les éviter, n'ont surtout pas voulu les arrêter alors qu'elles auraient pu s'arrêter avant, voilà, et ont voulu la guerre à tout prix. Et là, que ce soit d'ailleurs la première ou la deuxième, Hitler n'est pas 100% responsable de tout ça, hein, il n'est qu'un acteur du jeu, et de même qu'à un moment donné, le pape et l'empereur austro-hongrois a fait un gros travail pour que la guerre de 14 s'arrête avant, et que personne, ni du côté des élites allemandes, françaises avec Clémenceau, n'ont voulu que ça s'arrête. Il fallait que la saignée aille jusqu'au bout. Voilà. Donc nos élites judéo-chrétiennes, rationalistes, européennes, blanches, tout ce que vous voulez, sont capables d'une violence destructrice pour leur propre civilisation incroyable, déjà. Donc si en plus ça se démarre un peu ailleurs, et que c'est pour bloquer les Chinois et les Russes, et que ça se passe surtout dans le monde arabo-musulman, et que finalement les conséquences que sera sur la France permettront peut-être dans l'esprit des manipulateurs à l'oligarchie responsable de toute cette merde à s'en sortir une fois de plus, toutes ces raisons font que nos élites ont plus tendance à vouloir la guerre qu'à ne pas la vouloir. Hein. Parce que c'est pas eux qui payeront les pots cassés dans un premier temps, c'est certain, mais plutôt vous et moi. Hein, voilà. Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people. Oui, bah là on a s'éclaire progressivement toute la fumisterie qui a fait que je me suis fâché avec Nab. N'oubliez pas que je me suis fâché avec Nab, pas pour des raisons littéraires. Je suis pas littéraire et je me fous un peu de ces histoires de bonnes femmes. La littérature est une activité de femmes, hein, faut pas oublier. C'est les femmes qui ont le temps de lire. Nous les hommes, on travaille, on fait la guerre. Faut quand même pas oublier et puis les cadets de la bourgeoisie. Hein, voilà. Donc c'était pas pour ça que je me suis fâché avec lui. C'est parce qu'il validait la thèse officielle du 11 septembre, Ben Laden, les attentats du 11 septembre, la guerre des musulmans contre la civilisation occidentale qui prétend détester, mais dont il est le pur produit, c'est ce que je disais. Et donc on valide finalement toute la propagande néoconservatrice en prétendant qu'il y a un islam uni et indivisible qui veut la mort de l'Occident parce que l'Occident est méchant, on peut dire ce qu'on veut, et on applaudissait avec Nab à Ben Laden et à tout le reste. Aujourd'hui on voit que cette fumisterie s'est écroulée de ses contradictions, fumisterie à laquelle adhérait de l'autre côté, comment dirais-je, Dantec, qui d'ailleurs lui m'a fait un procès, il a perdu. Nab m'a dit qu'il me réservait un sien de sa chienne, on verra bien ce qu'il fera. Mais bon, finalement, il y avait Nab et Dantec, ils sont totalement dans une position symétrique. Tous les deux prétendent être des grands écrivains. Il y en a un qui se prend pour Nietzsche, l'autre qui se prend pour Céline. Pour moi, c'est deux écrivains pour adolescents. Ils auront le même destin, de petits maîtres un peu guignolesques, voilà. Mais surtout de menteurs, d'incompétents et de menteurs politiques. Hein, voilà, incompétents et menteurs. Ils n'ont pas le niveau et ils n'ont pas le courage. Et ils n'ont pas l'honnêteté, et ils mentent. Et le mensonge, effectivement, il faut tenir, ça se voit. Aujourd'hui, effectivement, on voit que Al-Qaïda a pacifié la Libye de Kadhafi sous les ordres de Bernard-Henri Lévy, qui a bien dit d'ailleurs que c'était bon pour Israël, à la journaliste qui posait la question de savoir si mettre des salafistes partout c'était bon pour Israël. Il fait si, c'est bon pour Israël, on a la vidéo. Hein. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Donc lui, il connaît mieux le dossier, visiblement, que Nab. Hein. Voilà. Et on voit aujourd'hui, effectivement, que le Qatar veut pacifier la Syrie. On voit qu'il n'y a pas une cause arabe antisioniste. Voilà. On voit que le monde arabo-musulman est d'une complexité aussi grande que le monde chrétien, dans lequel on amalgamerait les fondamentalistes chrétiens protestants américains et les cédé-vacantistes catholiques français. Enfin, ça serait aussi absurde de dire qu'il y a un islam. Alors je sais que ça flatte un peu le musulman. Nab aime bien flatter voilà, il fait un peu comme le SOS raciste de Julien Drey. Il flatte l'immigré, mais il ne l'aide pas, je veux dire, en le flattant. Voilà. Donc, il flatte un peu l'immigré qui aimerait croire à la Houma, mais ça n'existe pas politiquement. Voilà. Il y a autant de divisions, de diversité, de fourberies, de mensonges et de trahisons dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Hein, voilà, c'est ça ce que j'avais dit, l'évidence. Et c'est la raison de ma fâcherie avec Nab. C'est pas de savoir si ses phrases sont trop longues ou trop courtes, et si c'est un génie comparable de Dostoïevski ou Tolstoï. La réponse est évidemment non, mais de toute façon, j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de guignolade pour étudiants. On est dans un monde d'étudiants bourgeois qui est pas tout à fait le mien. J'ai jamais été étudiant et je suis un déclassé, et les bourgeois m'emmerdent. Voilà. Donc c'était voilà pour bien dire la vérité là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, on voit qu'effectivement le Qatar roule pour les américano-sionistes, et qui pilote la Ligue arabe, que finalement il y a tout un sunnisme saoudo-qatari qui travaille à la mise au pas du petit monde, enfin du monde musulman et du peuple musulman.
qu'ils essayent de faire péter les derniers bastions de résistance qui existent de pays arabes ou arabo-musulmans plus ou moins. Enfin, je veux dire, voilà, Kadhafi c'était quand même un arabe et un musulman, il faut quand même le rappeler. Et il y a beaucoup d'arabes et de musulmans en Syrie aussi, quand même, il faut le rappeler. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit très bien que tout ce mensonge Al-Qaïda qui avait été monté par les services américains, qui avaient fabriqué Ben Laden pour amener au 11 septembre, il y a toutes ces guerres néocoloniales, sont une mascarade, où en réalité tout ça travaille au parachèvement du nouvel ordre mondial, par le conflit de civilisation sous contrôle, où il faut, comme je le dis, un bon et un méchant, mais le méchant est un acteur du film. Voilà, et le méchant, effectivement, c'était ceux qui marchaient derrière Ben Laden, qu'on a vu d'ailleurs aussi quand il a s'agi de disloquer la Yougoslavie, en Bosnie, et qu'il faut être con pour penser, voilà, pour marcher derrière le méchant de cinéma en pensant que réellement c'est un vecteur de justice et de vérité. Voilà, c'est pour ça que je dis Nab ne peut plus vous dire grand-chose aujourd'hui, parce que je l'ai ridiculisé comme j'ai ridiculisé Dantec. Voilà. Mais voilà, donc le marqueur de ça, c'est ouverture d'un bureau d'Al-Qaïda au Qatar. C'est ça. Ouverture d'un bureau d'Al-Qaïda au Qatar. Voilà, c'est plié. Une fois de plus, j'ai eu raison. Et j'ai été sérieux et parfois mal compris. Mais c'est parce que l'engueulade était là-dessus et que je savais où ça allait nous amener. Quand même, j'ai dit basta, on ne fait plus partie de la même équipe. Parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec les Qataris et les Saoudiens. Tu vois. Donc en fait, sans le savoir, avec les Américains et les sionistes. Et ce qui est, voilà. Et finalement, l'enculé, faire un bouquin sur le cadavre encore fumant de DSK, parce que finalement, il tirait des putes, ce qui est déjà mieux que d'enculer des gosses, comme d'autres. Finalement, est-ce que le courage, ça serait plutôt que de faire un livre sur DSK une fois qu'il est mort, de faire un livre sur nos élites pédophiles qui sont encore en place en France? Ça serait peut-être ça le vrai courage, Jean-Marc-Édouard Nab. Pourquoi tu t'attaquerais pas à la pédophilie de réseau, de gauche et de droite, faire un bon petit livre là-dessus? Ce serait plus courageux que de tirer sur un cadavre qui est DSK. Moi, DSK, j'en parle plus, il est mort. Et finalement, il faisait jamais que tirer des putes. C'est moins grave que d'enculer des gosses. Voilà. Bon, enfin voilà, donc on ferme la parenthèse là-dessus. C'est la fin de la mascarade Ben Laden, Al-Qaïda. On a compris, voilà, Al-Qaïda était bien ce qu'on disait au départ, ce que disaient bien d'ailleurs les complotistes, c'est-à-dire moi, Thierry Messant en premier, moi, Ratier, les vrais résistants, pas les résistants collabos. Voilà, il était bien un jouet, un agent du système mondialiste piloté par les services américains qui travaille dans l'intérêt de l'empire américano-sioniste. Voilà, c'est clair, c'est plié, c'est définitif aujourd'hui. Donc voilà, on peut être du côté de Nab, on peut être du côté de Dantec, mais finalement c'est les deux faces d'une même médaille, et que ce soit d'ailleurs sur le plan littéraire, sur le plan humain, parce que Dantec m'a fait un procès, qui n'est pas très chevaleresque, qu'il a perdu, mais c'est des comportements de merde. Ces gens-là, je les laisse ensemble. Finalement, que Dantec et Nab dialoguent ensemble. Voilà, ils jouent pour savoir s'ils sont de grands écrivains ou de machin. C'est le Nietzsche du Québec avec le Céline du 8e arrondissement. Finalement, voilà, moi je suis pas de leur monde, c'est vrai. J'ai pas leur talent, j'ai pas leur génie. Voilà. Bon, si j'étais méchant, je dirais que Nab est à Céline ce que son père Zanini est à John Coltrane en jazz. Vous voyez, voilà. Je vais finir sur cette petite méchanceté. C'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Oui, alors tout ça, moi, je passe des heures et des heures sur Internet à regarder tout ça. Et alors, ça s'est passé à Bagnolet, la mairie de Bagnolet a prêté la salle, il y avait du monde. Et alors là, j'insiste, quand je regarde le public, quand on est un jeune issu des quartiers, qu'on a été très déséduqués finalement par nos éducateurs gaucho-trotskistes, qu'on a été sous la tutelle de SOS Racisme, c'est-à-dire de Julien Drey, de Sopo et d'autres. Il y en avait un qui avait pris 4 ans de prison, là. Je ne parle pas de Fodessila, qu'on avait trouvé avec 2 kilos de cocaïne. Il s'en était sorti pour consommation personnelle. Enfin voilà, quand on était à la tutelle de ces gens, effectivement, quand on voit Ouria Boutelja, on a un sursaut de fierté, c'est déjà mieux, quoi. Voilà. Donc moi, les gens qui vont écouter Printemps, comment ça s'appelle ? Printemps des quartiers 2012, je leur en veux pas du tout. J'aurai leur âge et j'aurai leur origine sociale pour faire de la sociologie bourdieusienne. J'irai et je vibrerai, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre. Alors je vois déjà, il y a une tribune où il y a Ouria Boutelja, Tariq Ramadan, Alain Grèche. Voilà. Alors moi j'invite par exemple Alain Grèche, Le Monde diplomatique,
C'est celui d'ailleurs qui parle le moins, il regarde les autres, on a l'impression que c'est le cerveau supérieur. Alors moi je ne vais pas encore en rajouter une couche, hein. J'ai déjà parlé de Cohn-Bendit, du rabbin Bernheim, de Attali, etc. Vous allez regarder sur Wikipédia le CV d'Alain Grèche, son parcours, d'où il vient, etc. Voilà, on est toujours quand même dans ces gens qui aiment bien, un peu comme Madame Blétrache, se passionner pour le tiers-monde, donner des leçons, des ordres, des conseils, chapeauter des trucs pour lesquels finalement ils n'ont aucune légitimité. Et que Kémy Séba, à qui Kémy Séba dit « Occupez-vous de vos fesses hein ». Voilà. Les impérialistes belges et français, les colonisateurs, on s'en occupe, mais prétendez pas que vous êtes là pour nous aider, vous nous faites chier. Pourquoi faut que vous soyez toujours les intermédiaires de tout ? L'intermédiaire étant celui qui touche sa commission au passage. Hein, voilà. Voilà, vous avez déjà été intermédiaire dans l'affaire Bakri. Ça a finalement été assez nuisible, puisque c'est la cause quand même de la pacification de l'Algérie en 1830. Enfin, voilà. Donc on a ce monsieur Grèche qui regarde le monde diplomatique, machin. Regardez la gueule qu'il fait quand Hourria Boutelja parle. Moi, ma spécialité, c'est comme quand je vois Chomsky parler, je regarde... Il y a l'autre qui est derrière lui. Je regarde Arabal regarder Chomsky. Noam Chomsky, que pensez-vous des théories du complot quand on dit par exemple que le 11 septembre n'a pu avoir lieu qu'avec la complicité du gouvernement des États-Unis? Non, c'est ridicule. Et puis de toute manière, il n'y a aucune preuve sérieuse. C'est implausible, c'est improbable, ça n'est pas logique. Et regardez la tête que fait Grèche quand Hourria Boutelja parle. Il s'agit peut-être de s'interroger sur qui nous sommes. Alors qui nous sommes, celles et ceux qui ont parlé aujourd'hui à la tribune, comme cet Irakien qui il y a quelques années, lancé sa chaussure sur la gueule de Bush, eh bien nous sommes inoffensifs. Je crains que nous ne soyons que des lanceurs de chaussures. Nous ne sommes que des lanceurs de chaussures. Alors après, vous voyez Hourria Boutelja qui parle, le printemps 2012. Alors elle s'écoute parler, elle dit n'importe quoi, ça veut rien dire. Elle est très, très jolie et très bien habillée, là-dessus je reconnais, et assez émouvante. Mais elle dit n'importe quoi, elle dit nous nous battons, c'est pas trop quoi, nous sommes les lanceurs de babouches. Alors moi je reconnais qu'elle lance des babouches, mais elle ne les lance pas au président des États-Unis. Elle les lance aux Portugais de la cité, qui habitent dans la cité avec les Maghrébins. Elle insulte le peuple de France, et surtout, alors elle appelle au soulèvement des banlieues avant le premier tour des présidentielles. Et elle fait référence aux émeutes de 2005. C'est-à-dire elle demande à des jeunes de banlieue, effectivement, qui ont une souffrance mal identifiée et peu explicitée, ce qui est la pire des souffrances quand vous ne pouvez pas la nommer. Elle les appelle à quoi ? À brûler des bagnoles avant le premier tour de la présidentielle en banlieue. Avec en plus des revendications bien haineuses, anti-françaises. Et quand une racaille se met à parler, je dirais, il roule d'emblée pour le Front National et Sarkozy. Hein. Voilà, à la limite, ça ne me gênerait pas. Je pense que c'est. Mais c'est là que je dis, à quoi ça sert de pousser des jeunes avant le premier tour à aller brûler des bagnoles et à faire des émeutes dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers en banlieue, avant le premier tour? Pour qui cela roule-t-il? Pour la pire droite sécuritaire et sioniste. Parce qu'évidemment, les sionistes vont dire, voyez, ces racailles de confession musulmane issues de l'immigration arabo-musulmane, tout ce qu'ils savent faire, c'est brûler des bagnoles, crier leur haine du peuple de France, et nous aurons évidemment, la LDJ le fait très bien maintenant, une belle manifestation pour la paix, la fraternité, les pâquerettes, comme le dit Dieudonné, avec des drapeaux français, de juifs bourgeois très bien élevés sur la ligne Zemmour, avec des drapeaux français qui, eux, défileront, comme ils l'ont fait la dernière fois, dans le 8e arrondissement. Donc moi je dis à Hourria Boutelja, à quoi ça sert cette ligne politique du pire, le pire parti des indigènes de la République? Et là je fais petit rebond. Gamal Abina, un espèce de voyou qui évidemment que le PS voulait faire monter en le faisant passer à la télévision chez Guillaume Durand sur France 2, collabeur de énième génération, qui était venu essayer de me ratonner au théâtre de la main d'heure pour que j'enlève le fait que Hourria Boutelja était salarié de l'Institut du monde arabe. Parce que moi je dis, la première question qu'il faut poser, c'est qui te paye, hein, c'est ça, voilà. Je dis à quoi ça sert ce que fait Hourria Boutelja pour la cause des jeunes issus des quartiers, et finalement, quel maître sert-elle plus ou moins à son insu? Et là, j'ai dit les pistes. Comment se fait-il qu'elle est salariée de l'Institut du monde arabe? Pourquoi ne démissionne-t-elle pas? Et pourquoi on ne la vire pas? L'Institut du monde arabe, c'est exactement la même structure de financement et de contrôle que la Ligue arabe. C'est-à-dire que quand on est payé par l'Institut du monde arabe, c'est comme si on était payé par le Qatar. Il faut le vérifier. Voilà. Donc quand on est payé par le Qatar, on ne fait pas forcément un boulot pour aider
les jeunes Français issus du Maghreb et de confession musulmane. Il ne me semble pas que le Qatar, ce soit sa ligne en ce moment et sa tasse de thé. On fait plutôt le boulot pour les impérialistes américano-sionistes. Voilà. Donc à un moment donné, soit on comprend ça et on arrête de déconner, soit on l'a déjà compris et on continue de faire ce qu'on fait et c'est qu'on travaille pour l'ennemi. C'est ça que je veux dire. Ou alors, et puis qu'on se dit, de toute façon, c'est ça où je passerai plus sur la photo, parce qu'il y a peut-être ça aussi. Il y a un narcissisme, à un moment donné, on a pris l'habitude d'être invité à la télé pour cracher sur le peuple de France, c'est-à-dire lancer des babouches, pas sur l'équivalent de George Bush en France, mais je vous dis sur le petit peuple français qui souffre. Parce que moi, si on lance des babouches sur Sarkozy, je suis très content. Mais j'ai jamais vu aucun membre du PIR aller défier le pouvoir sarkozyste, approcher l'Élysée, décrocher les oriflammes israéliens sur les Champs-Élysées quand on n'a pas voisé les Champs-Élysées d'oriflammes israéliens. Je ne les ai jamais vus faire autre chose que de me faire chier moi, lâcher Dieudonné, critiquer le français de base. Voilà, c'est ça le problème. Donc cette espèce de colloque à Bagnolet, là, quartier printemps 2012, je trouve que ça pue. Et le dernier qui était là, qui est encore autre chose que Grech et que Horia Boutelja, mais c'est un peu une espèce de troïka, était Tariq Ramadan. Alors Tariq Ramadan, c'est un autre niveau. Donc Grech, il disait rien. On a l'impression que c'est le marionnettiste avec le marionnette. Il regardait, il se frottait le menton. J'ai connu ça, j'étais au Parti communiste français. Comment dirais-je, des patriotes, enfin des ouvriéristes français comme ça, on en avait plein au PC. Il y avait d'ailleurs Madame Blettrache, vous voyez, il y en avait plein. Jamais travaillé en usine. Vous regardez leur CV. Le peuple, ils ont que le peuple à la bouche, mais ils n'en sont pas, ils n'ont jamais fréquenté, ils n'ont jamais bossé. Voilà, c'est toujours pareil, c'est le manipulateur cosmopolite. Alors il peut être de gauche, de droite. C'est un peu comme Cohn-Bendit qui disait avant j'allais aux manifs de toi, monsieur Orban, machin. C'est un peu comme s'ils allaient au cinéma. Est-ce que je vais voir un film de guerre ou un film d'amour? Enfin voilà, c'est des spectacles. C'est la France est un hôtel. On donne des notes, on donne des brevets de République, des brevets on décide qui a le droit d'être pro-palestinien. C'est toujours les mêmes, voilà, qui décident. Nous sommes là pour donner les tickets d'entrée, de sortie, voilà, et vous jouez un peu, voilà. Enfin voilà, on est toujours dans la même configuration, voilà. Où le mot commun de tout ça dans l'absolu, c'est la domination. Hein. On est au-dessus de tout. Quoi qu'il arrive, on est au-dessus. C'est nous qui décidons. On donne les ordres, les brevets, on met des notes, voilà, etc. Voilà. Donc nous avons Monsieur Grech, voilà, qui est là, Ouria qui fait son petit numéro, payé par le Qatar. Et puis là, on a Ramadan. Alors Ramadan, c'est un autre niveau. Il est très bon. Alors on a deux problèmes. Les deux problèmes, c'est ceci. C'est que, interprète de l'histoire et interprète des mouvements, il y a deux pouvoirs avant le pouvoir. C'est le pouvoir de la terminologie et le pouvoir des termes du débat. Et c'est pas pareil. Les termes du débat, c'est l'équation. La terminologie, c'est la définition des termes. Quelque chose est assez grave aujourd'hui dans le monde arabe, c'est que au moment où cette polarisation est acceptée par les acteurs, les vraies questions sociales, politiques et économiques ne sont pas résolues. Je suis là, il a critiqué les printemps arabes, l'ambiguïté des printemps arabes, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette troïka? Est-ce que Ramadan a envie de pousser les jeunes de banlieue à brûler des bagnoles avant le premier tour? Alors on a l'impression qu'il vient parce qu'on l'invite et qu'il faut qu'il ait une audience. Son discours est beaucoup plus subtil et beaucoup plus sophistiqué, mais malheureusement incompréhensible une fois qu'il passe derrière Horia Boutelja. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des sas, je dirais, pour que les mecs s'élèvent. Donc, malheureusement, il est sur la photo. Et on dirait qu'il valide le fait que des jeunes, avant le premier tour, brûlent des bagnoles au nom des quartiers et du Parti des indigènes de la République, avec une affiche, je vous rappelle, qui est le détournement de l'affiche coloniale française, un empire trois couleurs. Où il met d'ailleurs un asiate qui lui a rien demandé, un noir et un arabe, comme si les noirs et les arabes, c'est-à-dire les maghrébins musulmans et les africains, avaient une quelconque solidarité dans le monde réel. Il suffit d'aller voir la pacification de la Libye post-kadhafienne pour savoir que les Arabes et les Noirs ne font pas cause commune, sauf dans l'antiracisme de Julien Drey et du Parti Socialiste. Tout ça est de la mascarade, ça n'existe pas. Hein, il faut sortir du logiciel néocolonial de la domination, que ce soit d'ailleurs celui de Mitterrand qui portait le casque colonial quand il a été ministre des colonies, ou celui de SOS Raciste de Julien Drey, c'est le même, hein, c'est le Parti Socialiste. Ça remonte à Jules Ferry, hein, si on remonte derrière. Ça remonte aux lumières maçonniques sur lesquelles s'extasie Payon, hein, voilà, qui a fait la pacification la plus violente, la plus brutale, la plus mensongère de toute l'histoire coloniale. Hein, voilà. C'est pas Lyotet, voilà. Enfin, tout ça demande un peu de culture. Ramadan a cette culture. Malheureusement, quand il se commet entre Grech et Horia Boutelja, il valide quelque chose. Je vois pas le rapport qu'il a avec Grech,
J'aimerais bien qu'on comprenne, en tant que leader musulman, je ne vois pas très bien le tandem. À mon avis, c'est pas compatible. Et surtout, donner une caution au Roya Boutelja, c'est un peu ambigu aussi. Alors je sais qu'il a besoin d'espace pour fonctionner, mais moi là on me propose d'aller parler dans un truc un peu chapeauté par les identitaires, j'irai pas. C'est un peu l'équivalent de ce qu'ils avaient fait à Charenton, je crois. Voilà, j'irai pas. C'est un peu leur Charenton à eux. Et je dis, le problème de Ramadan, c'est que il est très intelligent, très cultivé. Je suis sûr qu'il est capable d'analyse très fine, très poussée, assez critique, assez autocritique sur des tas de sujets. C'est pas Nab. Hein. La vision de l'islam de Ramadan, c'est très au-dessus de celle de Nab. Hein. Voilà, c'est pas un flatteur du monde musulman. Il connaît le monde musulman. C'est pas un touriste non plus. C'est un touriste en France. Comment dirais-je, Ramadan, de fait, parce qu'il y vit pas et qui, comme je l'ai dit, il n'en connaît que les hôtels et les aéroports. Mais en tout cas, il connaît le monde arabo-musulman, le Maghreb, la complexité de toutes ces factions, d'ailleurs plus ou moins strictement laïques ou religieuses, sur les frères musulmans, les salafistes de différentes ambiances. Il connaît ce monde-là forcément mieux que moi. Mais je dis, c'est dommage qu'à un moment donné, pour des raisons qu'il faudrait qu'il explicite, il serve de caution par sa simple présence, malgré un discours qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec l'Assemblée et le message qui était censé être promu du fief de Bagnolet. Il faudrait voir d'où le maire de Bagnolet, quel réseau, quelle obédience, etc. Que faisait Ramadan dans cette galère et dans cette troïka? Et finalement, il pourrait faire mieux que ça, c'est ça que je veux dire. Je ne pense pas que son intérêt en tant que fierté des musulmans de France, que je comprends parce que c'est mieux que l'imam de Drancy, j'espère qu'il n'est pas là pour pousser les jeunes avant le premier tour de banlieue à crier Allah Akbar en brûlant des bagnoles, parce que ça serait exactement le même résultat que les types qui ont tué au service des services français, anglais, israéliens, américains, ont tué Kadhafi, en le sodomisant, je rappelle. Ils criaient aussi Allah Akbar, et ils ont aussi mis la Libye, qui était le pays le plus développé de l'Afrique et qui avait le plus haut niveau de vie, ils l'ont mis à feu et à sang. Voilà. J'espère que Ramadan, qui a beaucoup de mal à discuter avec moi parce qu'il a très peur de se faire punir par nos maîtres à tous, qu'il a parfaitement identifié, j'espère que Ramadan n'a pas pour but de pousser les jeunes de banlieue à foutre le feu à des bagnoles en banlieue avant le premier tour des présidentielles en criant Allah Akbar. Parce que là, il ferait vraiment le jeu de la droite sioniste contre laquelle je lutte moi, même à l'intérieur du Front National, hein, comme je l'ai démontré chaque fois qu'il l'a fallu. Voilà. J'aimerais que Ramadan, qui a un très bon niveau de culture et un haut niveau d'intelligence, fasse un boulot au niveau de ses qualités et de ses compétences, et qu'il n'aille pas se commettre dans ce truc de Bagnolet comme il s'est commis, parce que moi de mon côté je ne me commets pas dans les réunions identitaro-nationalisto je sais pas quoi, païennes ou cathotrades, parce que justement je garde une certaine distance. Attention, je ne leur tape pas sur la gueule, mais je garde une distance qui me paraît politiquement et moralement saine et raisonnable. Voilà. Et moi je le dis, ceux qui pousseront, pour conclure sur ce sujet, à ce qu'il y ait des émeutes ethnico-confessionnelles de sous-prolétaires de banlieue avant le premier tour, en brûlant des bagnoles en banlieue, les bagnoles de leurs voisins, hein, ils ne vont pas attaquer l'Élysée, et en criant Allah Akbar, sont des salopards, des collabos du système de domination mondialo-sioniste, et ils feront le plus sale boulot. Voilà. Et je le dis maintenant, ils ont l'intelligence pour le comprendre. Donc maintenant, pour qui roulent-ils et à quoi servent-ils? C'est la question que je leur pose. Et surtout, je m'adresse aussi aux jeunes des banlieues qui les écoutent. Voilà, si vous voulez aider à ce que se passe en France, ce qui se passe en ce moment en Italie du Nord au niveau des coalitions et des rapprochements, ou aider à ce qui se passe en Hollande, etc., continuez à écouter ces manipulateurs idiots, pervers, ou certains qui n'ont rien à faire là. Voilà. S'ils ne sont ni manipulateurs, ni idiots, ni pervers, si ce sont des diseurs de vérité, ils n'ont rien à faire là. Voilà.